Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis son élection le 12 décembre 2019, le président Abdelmadjid Tebboune a fait de la question de la mémoire l'une de ses priorités majeures. Il œuvre ainsi à réconcilier les Algériens avec leur mémoire, mais aussi à préserver, à promouvoir cet héritage historique de nos ancêtres. Pour justement revenir sur cet intérêt à la question mémorielle de la part du président de la République, j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Boukhalifa Amazit, il est journaliste et scénariste. M. Boukhalifa, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai le plaisir également de recevoir l'historien Idil Hachi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à partir d'Oran, j'ai le plaisir de recevoir également l'historien M. Fouad Soufi. Monsieur Fouad Soufi, bonsoir et bienvenue parmi nous. Donc, j'aimerais commencer avec vous, Monsieur Boukhalifa Amazit. Cet intérêt affiché par le président de la République quant à l'importance de la question mémorielle s'est vu concrétisé par ce décret portant l'instauration de la journée nationale de la mémoire, le 8 mai, comme journée nationale de la mémoire. À votre avis, est-ce que l'instauration d'une journée dédiée entièrement à la mémoire est importante aujourd'hui pour les Algériens? Je crois que son importance, d'abord, c'est la valeur symbolique du 8 mai 1945, de ce qu'il représente dans l'histoire moderne de l'Algérie, dans ce qu'il représente dans l'histoire nationale, c'est-à-dire dans le roman national. La grande histoire, le grand livre de l'histoire de l'Algérie. Le 8 mai est une date marquante. Je crois le fait d'avoir choisi cette date, c'est pour réellement sceller d'une pierre blanche le retour, parce que nous avons, pendant des années, il a été dit d'une façon souvent très justifiée, juste et justifiée, que la matière historique, que l'histoire a été négligée. C'est-à-dire que nous avons 60 ans d'indépendance et nous ne nous sommes pas suffisamment occupés, nous n'avons pas, l'histoire n'a pas été écrite suffisamment, n'a pas été enseignée d'une façon pédagogique, d'une façon sérieuse et appliquée et suivie. Il faut dire aussi que pendant tout ce temps, l'histoire a été, quand je dis malmenée, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée, qu'on l'a utilisée pour de multiples besoins, soit comme disons, matériaux de replâtrage, soit utilisés d'une façon, c'est-à-dire politiquement, c'est-à-dire que on évoque l'histoire et on évoque des personnages parce qu'on en a besoin à un moment donné de la vie politique nationale. Je crois que ça, c'est... Est-ce que la notion de sacrifice du peuple algérien pendant tout au long... Je crois que l'histoire n'est pas l'histoire... ne se consacre pas ou n'est pas la science disons du culte des morts ou la haja. L'histoire est ce qu'elle est. Ensuite, on apprécie celui qui la lit, il apprécie, il apporte les notions de sacrifice, ou d'autres valeurs morales ou d'autres valeurs différentes. Mais l'histoire, c'est l'affaire des témoins, c'est l'affaire des historiens, c'est l'affaire de tous les Algériens. Il ne suffit pas de parler uniquement de l'histoire conflictuelle mais parler de la cuisine, parler du costume, parler de tout, à travers l'histoire, à travers le passé, ça concerne aussi l'histoire. Ça devrait nous intéresser comme étant la matière historique. Nous ne sommes pas le résultat de conflits. Ces conflits ont apporté, bien entendu, leur dimension, leur valeur à cette histoire, mais il y a d'autres choses aussi qui concernent l'histoire. Le fait d'avoir trouvé, et je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé, les dernières découvertes du professeur Sayoun à El Lahmich du côté de Sétif, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est
2 400 000 ans, des matériaux humains qui datent de 2 400 000 ans. Je connais des pays où on en aurait parlé pendant des années. Monsieur Idil Hachi, en tant qu'historien, est-ce que le fait de décréter une journée nationale dédiée à la mémoire n'est pas une manière pour les pouvoirs publics, pour le président de la République, de fixer un cap? Oui. Je crois que le choix de la date du 8 mai 45 est un choix pertinent dans le sens où ce qui a été sans doute été voulu et ce qui est légitime d'ailleurs, c'est de choisir une date marquante. Et effectivement, le 8 mai 45 est une date ô combien marquante. Et il faut rappeler que les Algériens avaient grandement participé à la libération de l'Europe de sa propre barbarie. Et en mai 1945, le peuple algérien a voulu s'inscrire dans le sillage de cet élan de libération en revendiquant sereinement le droit au recouvrement de la maîtrise de son destin, et on lui a fait comprendre qu'il n'était pas, on lui a fait comprendre brutalement qu'il n'était pas de cette humanité-là. Donc effectivement, le 8 mai 45 est une date clé dans le martyrologue algérien, et c'est une date qui marque également un tournant décisif, puisque les manifestations et massacres du 8 mai 45 ont conforté les architectes du mouvement national et le peuple algérien dans le choix et le parti pris pour l'option de la lutte armée. Monsieur Fouad Soufi, avec nous en duplex à partir de la station d'Oran, en tant que chercheur et historien, Monsieur Fouad Soufi, est-ce que cette journée de la mémoire est importante pour les chercheurs et notamment pour les générations d'aujourd'hui? Oui, d'abord, je réitère mes remerciements pour ton invitation, cher ami. Effectivement, bon, nos collègues sur le plateau l'ont dit avant moi, donc je ne vais pas tout répéter, mais effectivement, le 8 mai, la date du 8 mai 45 est un marqueur essentiel dans l'histoire contemporaine de notre pays. Même si il y a des petites erreurs qui font sourire quand j'entends des historiens dire qu'il y a eu 45 000 morts ce jour-là. Bon, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire encore. Il faut bien comprendre que c'est une date qui a été choisie pour ce qu'elle a été. Pour ce qu'elle a été, c'est-à-dire, et surtout pour ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une rupture définitive avec le système colonial. C'est ce qu'ont expliqué et écrit de nombreux historiens de valeur, comme notamment Mohamed Harbi. C'est vrai que ce qui s'est passé durant cette période, pourtant qui n'a réellement touché qu'une partie du pays, hein, c'est pas l'ensemble du pays là aussi. Il y a eu des événements dans l'ensemble du pays le 1er mai, mais pas le 8 mai. Donc choisir le 8 mai, c'est d'abord au niveau justement faire travailler la mémoire de notre pays, mais ce 8 mai a sa propre histoire qui n'a pas été réellement abordée dans sa totalité, sinon du point de vue de cette histoire qui n'est pas toujours sympathique, mais ça fait rien. L'histoire victimaire. On nous a tués, oui, bon, mais de toute façon, je crois qu'il y a déjà eu des précédents dans
dans cette histoire victimaire, dans le martyrologue, et j'aime bien le mot qu'a employé Idir, mais en fait ça va être beaucoup plus aussi profond, puisque le 1er novembre 1954, dans le cheminement du mouvement national vers le 1er novembre 1954, vont ressurgir tous les événements du 8 mai 1945. Ceux qui vont dire, mais attention, on n'est pas prêt, on va se faire massacrer encore, et ceux qui disent, de toutes les façons, il faut bien arrêter une date pour déclencher la lutte armée. Et donc le 8 mai, c'est comme ça que je le prends. C'est comme ça que je le prends, c'est-à-dire une date fondamentale, un marqueur dans notre histoire. Et donc le choix du 8 mai ne doit pas étonner ni choquer, au contraire, c'est pertinent, c'est intelligent, et il fallait, je pense que c'est bien dans les grandes dates de ce pays, de décider d'une journée sur la mémoire, même si, évidemment, on ne peut pas tout avoir. Hein, il n'y aura pas une journée sur l'histoire. Mais une journée sur la mémoire, c'est pour nous rappeler tous ceux qui ont perdu la vie, tous ceux qui se sont battus pour que nous soyons, au moins nous, ici, dans une station nationale, et du moins pour revenir un petit peu en arrière, pour avoir eu l'indépendance. Restez avec nous, M. Fouad. N'a pas été... Monsieur Fouad Soufi, voilà, donc une journée pour la mémoire. Nous avons découvert M. Boukhalifa Amazit le 5 juillet 2020 précisément, avec tous les Algériens, l'existence de ces restes mortuaires, des Algériens qui ont vaillamment résisté à l'occupation française au XIXe siècle, notamment les restes mortuaires de Sébouzienne des Aatcha, mais aussi Boubarla, qui se sont engagés avec force et courage contre les troupes ennemies au XIXe siècle. C'est-à-dire que nous n'avons pas découvert en fait, nous savions ce qui était, c'est-à-dire nous avons concrétisé, c'est-à-dire leur présence. Il y a aussi là aussi une force symbolique impressionnante, c'est-à-dire ces inconnus, ceux qui n'étaient pas là, on les lisait, on connaissait leur histoire. Et ils se sont matérialisés. Dans des cercueils, et ils sont venus, et puis ils sont enterrés, le symbole enterré dans leur terre, dans leur sol. C'était quelque chose d'inimaginable. Cet hommage solennel de la nation. C'est toute la nation, c'est toute la nation par ce geste, ce retour des ossements, et il y en a d'autres. J'espère qu'ils vont tous. Mais c'est un symbole aussi, c'est très fort, c'est symbolique, et on sait, notre peuple a besoin de ça, les Algériens ils ont besoin de la matérialisation de leur histoire, que les choses ne soient plus des idées, ne soient plus des photographies ou autres, mais que c'est matériel. Et ça, c'est très important. C'est un moment aussi qui est très important dans le recouvrement, justement, de cette histoire. Parce que nous avons... il n'y a pas que les archives, il y a effectivement l'importance des archives est ô combien importante, ô combien marquante. Il y a aussi tous ces objets, j'espère, parce que la France coloniale, décision du président français de restituer un certain nombre de pièces qui sont dans des musées. Mais j'ai l'impression qu'on restitue ça, c'est-à-dire si tu es gentil, je vais te restituer. C'est-à-dire ce n'est pas... c'est un engagement, mais qui a ses limites, et puis restituer ceux qu'ils veulent bien. Oui, je n'ai que du respect, de l'admiration aux œuvres d'art du continent africain, les arts premiers, ce qu'ils appellent les arts premiers, qui sont, c'est aussi une formule discutable. Bon, je n'ai que du respect pour cela, mais
il y a des choses qui sont beaucoup plus, je ne dirais pas importantes, parce que tout est important. Tout le passé d'un peuple est important, et quel que soit le peuple. Il n'y a pas de grand peuple et de petit peuple. Il n'y a pas de. Je crois que les archives, tout ce qui est matériel, tout ce qui aide à la compréhension de soi, ce qui aide à compléter l'identité des peuples que nous sommes ou des personnes que nous sommes, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de choses beaucoup plus, c'est-à-dire beaucoup plus résolues, marquantes, déterminées, et non pas des promesses ou alors de vagues, parce que c'est encourageant quand c'est la politique de le président français, mais on aurait voulu que ce soit la France en tant qu'État, en tant qu'institution qui a colonisé, dans ces institutions qui ont colonisé ces pays, qu'ils s'engagent à en faire la politique pour l'avenir. Monsieur Idil Hachi, vous êtes historien, vous connaissez très bien le 19e siècle. Le 5 juillet 2020, un hommage national a été rendu à des résistants, notamment cette figure de Bouzienne, des Acha, voilà une ville qui a été rasée complètement par l'armée coloniale. Est-ce que pour l'historien, le fait de rendre cet hommage solennel à des symboles comme Boubrala, comme Bouzienne, c'est une manière plutôt de dresser des marqueurs dans l'histoire? Oui, tout à fait. Je ne reviens pas sur la force symbolique de l'événement, du fait d'avoir, alors que ces restes mortuaires étaient entreposés pendant des décennies dans des laboratoires d'anthropométrie, le retour des restes mortuaires, comme vous avez dit, le fait de voir des cercueils, de les transporter à la Alia, de les enterrer au carré des martyrs. Effectivement, c'est d'une force symbolique extraordinaire. Et ce qu'on remarque et qu'on constate également, c'est que cet éloignement des dépouilles de ces combattants du 19e siècle, de cette extraction du sol, du territoire de l'Algérie, du substrat culturel de l'Algérie, ce qui est un point commun, non pas seulement à ceci, mais aussi aux déportés de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ces velléités d'éloignement, d'extraction au territoire de l'Algérie a également pour corollaire, pour conséquence, des velléités d'effacement des mémoires. Et on découvre effectivement une somme de noms de combattants algériens importants pour lesquels on dispose de très peu d'informations historiques. Vous avez cité Boubrala, pour lequel on sait quand même pas mal de choses, mais au sujet duquel il n'y a pas tant que ça de travaux, ce qui est une invitation pour nous, historiens, à fournir bien des efforts supplémentaires de recherche. Bon, s'agissant de Boubrala, on connaît son nom complet ou son vrai nom, Mohamed Lemdjed Ben Abdallah Ben Abdelmalek, qui est un shérif, shérif Shorfa, qui arrive en Kabylie vers la fin des années 1840, qui obtient le soutien de nombreuses tribus, parmi lesquelles on pourra citer les Athmelikish du côté de Tazmalt, qui livrent de nombreux combats avant de tomber au champ d'honneur le 26 décembre 1854. On a également le cas de Hadj Moussa Darqawi, donc de la confrérie des Darqawa, qui était originaire de la grande tribu des Oulad Naïl, qui a mené une lutte de résistance de 1831
à 1849 et on le retrouve comme l'un des principaux soutiens de la lutte des Aracha, effectivement, aux côtés du Cheikh Bouziane, la lutte des Aracha qui, au passage, avait un territoire beaucoup plus étendu que le seul village des Aracha. Elle a concerné tout le Zab Dahri, avec les villages de Zaracha, de Farfar, de Lishiana, également Tolga, les Oulad Naïl, la région de l'Rouat, le Zouara, etc. On a également, vous en avez parlé, le Cheikh Bouziane. Alors les quelques travaux parmi lesquels on pourra citer celui important de Star Ouatmani, Zaracha 1849, Histoire d'une révolte, paru aux éditions Al-Amal il y a quelques années. Ce livre nous permet notamment d'apprendre le nom complet de Bouziane, qui s'appelait Bouziane ben Belqasem ben Lembark, qui était effectivement un cheikh des Aracha, cheikh étant ici une fonction, une fonction de notabilité locale. C'était d'ailleurs un cheikh nommé par l'émir, un cheikh nommé par l'émir qui avait dépêché, je crois, Malik al-Berkani, qui était alors khalifa de Médéa, et qui avait désigné Bouziane. Enfin, je ne vais pas trop m'étendre non plus, mais il faut rappeler que ce Bouziane, effectivement, a été exécuté à Zaracha. De la manière la plus horrible à l'époque. Oui. Parce qu'il y avait le procédé au XIXe siècle, la tête coupée dans un sac de cuir. Oui, c'est ça. Voilà. A été décapité le 26 novembre 1849 et Ouatmani Star nous apprend que le village de Zaracha a été totalement détruit. Et on a interdit aux populations par la suite de reconstruire ce village. Ah oui. Et qu'on avait coupé quelque chose comme 70 000 palmiers dattiers. Voilà. Et pour le reste, on a une série de noms sur lesquels on ne sait vraiment rien ou presque. Je me suis un peu pris à des recherches, disons, préliminaires ou liminaires. Et par exemple, le cas de Qaddour Ben Yetou, au sujet duquel je n'ai rien trouvé comme information historique, mais j'ai noté qu'il existe des toponymes. Vous voyez comment on peut remonter des pistes de manière indirecte. Et comme l'histoire toponymise, bien souvent. Par exemple, Ain Taghin s'est appelé ensuite Zmalt Limer Abdelqadr. Donc l'histoire toponymise également. Donc Qaddour Ben Yetou, eh bien, on retrouve deux toponymes, Dar Qaddour Ben Yetou et Douar Oulad Yetou, dans la wilaya de Mascara, ce qui nous offre une perspective de recherche et ce qui nous permet d'envisager ou d'imaginer se rendre localement pour interroger, sonder la mémoire locale et voir ce que les gens localement pourront ou pourraient nous en dire. Justement, M. Fouad Soufi, vous êtes en contact permanent avec les chercheurs. Est-ce que cet hommage national rendu à ces résistants du XIXe siècle n'a pas justement relancé cette quête, cette recherche sur l'histoire du XIXe siècle, comme il vient de le confirmer, Idir Hachi? Relancer l'histoire du XIXe siècle, très certainement, mais encore faudrait aller plus loin dans l'analyse. Ce qui est excellent dans cette histoire des crânes qu'on a ramenés, de ces restes mortuaires, j'ai presque envie de dire que ça s'est arrêté là.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de recherche historique, mais le fait de les avoir ramenés, attention, hein, c'est une décision, j'estime, très importante, et beaucoup de chercheurs n'y espéraient même plus, notamment ceux qui ont écrit sur cette tragique histoire. Ils n'espéraient plus que ces restes allaient être ramenés, de façon aussi, en tous les cas, de façon aussi officielle et grandiose. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'ils étaient enfermés dans les caves d'un musée et maintenant on les a enterrés. Est-ce que, je pose la question tout en connaissant la réponse, hein, est-ce qu'on les a étudiés? Est-ce qu'on les a étudiés pour pouvoir répondre justement à la question que vous venez de poser? Mais à moi, ça me pose un autre grand problème dans l'histoire, dans la problématique de l'histoire de notre pays, c'est que si quelqu'un avait dit la Terre, elle, ne ment pas, moi je crois que chez nous, la Terre n'a pas encore tout dit, et c'est le statut de l'archéologie dans notre pays qui devrait être posé grâce justement au retour de ces restes mortuaires. C'est-à-dire que, bon, ceux-là ont été transférés en France à leur époque, hein, mais il en reste encore, moi j'en suis parfaitement convaincu, et c'est facile à le dire, hein, je ne suis pas plus savant que les autres, pas du tout alors, surtout du 19e siècle, mais j'en suis sûr qu'on devrait donner plus de place, hein, puisque c'était la journée du 8 mai 45, on devrait donner plus de place dans notre pays à l'archéologie. Et c'est un archiviste qui le dit en plus, hein, c'est-à-dire que moi j'ai fouillé durant mes études, mais j'estime que il y a pratiquement pour le 19e siècle pas plus d'importance, hein, ou du moins je vais formuler autrement, il faudrait donner pour la période du 19e siècle plus d'importance qu'on en a donné jusqu'à présent à l'archéologie. Ce serait très intéressant de savoir ce qui se passe, hein, et de découvrir qu'il ne doit pas se passer grand-chose. Voilà, à mon avis, c'est ça la grande leçon qu'on devrait tirer de cette décision et, concernant le retour des restes mortuaires. La deuxième petite chose, mais Idir l'a exposé déjà, mais ce ne sont pas des révoltes, les gens qui se révoltent parce que, non, en disant que c'est l'émir Abdelkader qui a désigné Bouziane comme cheikh, hein, il a donné ce statut, hein, c'est pas parce que c'est le plus vieux, non, c'est un responsable. Et je rappelle aussi que même Boubarla, dans ce qu'il a appelé à la révolte, parce que je n'ai pas d'autre mot, hein, à se battre en tous les cas contre l'armée coloniale, il a dit c'est Bismillah, au nom de Dieu, et il venait d'apprendre, il l'a dit, on vient d'apprendre la libération, hein, nous sommes en 1852, de l'émir Abdelkader. Donc il y a un continuum qu'hélas l'histoire de l'Algérie écrite par les historiens de la période coloniale, que l'on reprend souvent, parce que probablement on n'a pas d'autre chose à se mettre sous la dent, hein, qui, je l'avais dit dans une émission précédente, hein, a saucissonné, a coupé en tranches tout ce qui était en relation, hein, avec l'émir Abdelkader, hein, pour le casser un petit peu, et avec l'histoire de l'Algérie. Et donc, on ne fait jamais ce lien, et je suis très heureux d'entendre dire, bon, mais parce que lui, il est spécialiste du 19e siècle, il sait ce qu'il dit, hein, après ça, dans sa très belle thèse. Il fait ce lien avec l'émir Abdelkader, et alors que même ceux qui
se sont autoproclamés, ou bien qui sont sincères, défenseurs de l'Emerald Cradle, disent oui, l'Emerald Cradle s'est occupé que de l'ouest, et puis le reste, à la limite, une partie du centre. En fait, là, on est loin quand même déjà du centre, et on est dans le sud en plus. Dans le sud en plus. Voilà, grâce à Edir, je le dis, et grâce à ta question, je peux me permettre de développer ce thème. Monsieur Boukhalifa Mazid, Edir vient d'évoquer tout à l'heure un autre procédé de la colonisation, la déportation, qui a également marqué le 19e siècle, donc à partir de la révolte d'Ouled Sitchir, mais qui s'est terminée vers le début du 20e siècle avec la dernière révolte, la révolte de Marguerite, donc Ameliana. La déportation, il y avait un projet, c'était un projet, je ne dis pas un projet de l'État français lui-même, mais un projet colonial et colonialiste, qui consistait à dire qu'après tout, il n'y a pas beaucoup de... Ce pays n'est pas très peuplé, nous pourrions avoir suffisamment de navires et de temps pour déporter l'ensemble de la population, c'est-à-dire remplacer carrément la population de ce pays. C'était des choses qui se disaient, qui ont été écrites d'ailleurs, que certains stratèges ont pensé. C'est-à-dire que le remplacement du peuple, était envisagé, on en rêvait, c'était même envisagé par certains très sérieux, et je me suis laissé dire et j'ai même lu quelque part, je ne me souviens pas, que ce projet existait, est resté jusqu'aux années 50, 57, 58. On parlait de déporter le maximum de gens, c'est-à-dire remplacer le peuple. C'était une colonie de peuplement. C'est-à-dire que cette punition qui consistait déporter, elle date des Romains aussi. Oui. Elle date des Romains. Les Romains prenaient des tribus entières d'une région et puis on les installait ailleurs. Toute la population était déportée, c'est-à-dire c'était une façon d'éliminer, de punir des zones entières de la population, du pays. Il y a eu les déportations en Nouvelle-Calédonie, ce sont les plus célèbres, en Guyane aussi. Quoique en Guyane, c'était davantage des trucs de travaux forcés, c'était sur décision de justice. Et ça a été aussi c'est cette... en filigrane, ce que nous pouvons lire, c'est ce génocide, d'une façon ou d'une autre. C'est éliminer une population, éliminer un peuple. Mais ils se sont rendus compte avec la colonisation. Avec la colonisation, ils se sont rendus compte, mais on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de ces gens. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que les colons qu'ils ont importés n'avaient rien d'agriculteurs ni de cultivateurs, vocation qu'ils voulaient donner à ce pays. Que pour cultiver ce pays, ceux qui connaissaient le climat de ce pays, ceux qui connaissaient les plantes qui poussaient, qui connaissaient l'agriculture de ce pays, c'était les autochtones. Donc on s'est dit non, on les a réduits à l'état de serfs, mais vraiment de serfs dans le sens moyenâgeux du terme, à l'état de serfs, c'est-à-dire d'objets, d'esclaves pratiquement, d'esclaves. Mais comme l'esclavage avait été soi-disant aboli, on leur donnait quelques sous, quelques menus mais qui ne suffisaient même pas à se nourrir dans la journée. C'était de mémoire d'Algériens, de vieilles personnes que j'ai connues, que j'ai rencontrées, que nous avons tous rencontrées. Ils racontent que c'était des milliers de personnes qui se déplaçaient, qui erraient à travers le pays, qui allaient de ferme en ferme trouver un travail, puis on prenait quelques-uns, et puis d'autres. Ils étaient dans une misère absolument extraordinaire. On raconte que des émigrés, que l'émigration n'a pas réglé le problème, si ça a réglé le problème de l'autre côté, on racontait qu'ils ramenaient du pain dans des sacs, du pain sec dans des sacs qu'ils ramenaient de leur séjour là-bas, au début du XXe siècle. C'est-à-dire, c'était...
C'était réduire l'être humain à l'état de rien, à l'état de néant, une poussière de rien du tout. Monsieur Idil El-Haji, pour justement toujours continuer à évoquer cet hommage rendu par le président de la République le 5 juillet dernier, donc à ces déportés, à travers cette stèle qui a été érigée à Alger, à la mémoire donc de ces déportés. Est-ce qu'on peut dire que les autorités coloniales à l'époque visaient à casser et à détruire quelque chose de fondamental chez les Algériens, c'était leur attachement à la terre? Oui, oui, bien sûr. La déportation aux antipodes, pas n'importe laquelle, de déportation, c'est une déportation aux antipodes. À partir, disons, de 1853-54, on cherche à éloigner aux antipodes, au lointain, au plus loin possible. On commence d'abord par la Guyane, et puis ensuite c'est encore plus loin avec la Nouvelle-Calédonie, qui pour rappel se trouve à quelque chose comme 22 000 km d'Algérie. Et puis il y a encore un troisième pénitencier qui est ouvert en 1886 et qui est fermé en 1895 et qu'on connaît encore moins. On connaît encore moins l'histoire de ce pénitencier et des Algériens qui ont pu y être transportés ou déportés. C'est le pénitencier d'Obok qui se situe dans la corne de l'Afrique du côté de Djibouti. Alors, pour donner quelques chiffres, il semblerait que 2000 Algériens aient été au total déportés en Nouvelle-Calédonie et que 20 000 Algériens aient été transportés en Guyane, au bagne de Cayenne. Oui, la déportation, ça sert à quoi? Ça sert à extraire d'Algérie et à éloigner au plus loin possible les gens pour les déraciner, les priver de leur terre, de leur famille, de leur culture aussi. Mais il se trouve que même la déportation offre parfois de belles surprises. Et il est à noter que les déportés algériens de Nouvelle-Calédonie ont fait vivre leur culture sur place, sur les lieux. On a le cas d'un Ils ont pu réinventer, réinstaurer la socialité telle qu'elle se pratiquait en Algérie. Ce n'est pas je dirais pas réinventer, c'est pas une réinvention, parce qu'une réinvention, ça implique une part de création. Ça n'est pas c'est une invention ailleurs, c'est une reproduction. Une reproduction. La culture algérienne a été reproduite en Nouvelle-Calédonie, notamment avec l'apparition de la Qouba d'un certain Sidi Moulay, par exemple, oui. Au cimetière de Nessadiou, pas très loin de Nouméa. On sait que tous les Algériens, ou quasiment tous les Algériens, se faisaient un devoir de posséder un cheval sur place, qu'ils apprenaient à leurs enfants à la monte du cheval. On sait que à l'occasion de toute cérémonie comme le mariage ou la circoncision, les Algériens organisaient une fantasia aussi. On sait que certains déportés algériens possédaient des troupeaux de chèvres et qu'ils produisaient un fromage qui se vendait très bien sur l'île, et ces chèvres on faisait paître ces chèvres et on s'occupait de ces chèvres à la manière algérienne traditionnelle. Qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait, c'est dans le livre de Mahdi el-Alaoui, il y a un descendant de déportés algériens qu'on voit sur une photo, qui est très fier de montrer son figuier. Donc un déporté algérien a été responsable de l'introduction du figuier
en Nouvelle-Calédonie, et il y a un type d'arbre qui a été introduit de manière plus importante C'est le palmier. et plus massive, c'est le palmier dattier, ouais. dont on est certain qu'il n'a pas été officiellement importé. Et comme a pu le dire monsieur Mohamed Boumzarag, Oui. le petit-fils de Boumzarag le petit-fils El-Mokrani, de Boumzarag El-Mokrani, les déportés algériens, avant d'embarquer dans les bateaux, les navires qui devaient les transporter en Nouvelle-Calédonie, avaient certainement des dates dans les poches de leurs burnous. Ils en avaient conservé quelques noyaux Oui. qu'ils ont ensuite plantés en arrivant en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Fouad Soufi, vous avez évoqué tout à l'heure l'émir Abdelkader. Est-ce que l'émir Abdelkader n'était pas justement le premier à subir ce procédé infâme de déportation en 1848? Bon, le premier, peut-être, oui, hein, ça fait rien, mais de toute façon, ça fait partie de la politique coloniale, Oui. d'écarter, d'éloigner les résistants. Ça fait pas. C'est en espérant d'ailleurs, hein, notamment pour ceux qui sont partis en Calédonie, que la plupart meurent en cours de route. Ouais, C'est ouais. ce qui Oui. c'est pas fait. Mais effectivement, oui, je ne sais pas s'il est le premier. Hein, c'est un petit peu un. J'en sais rien. Mais en tous les cas, il l'a payé. On parle. Vous savez qu'il lui avait promis de l'accompagner en Syrie. Oui. Et ils ont trahi leur parole. Maintenant, ce que je dis, c'est vrai que c'est intéressant de rappeler ce drame des déportés, Oui. qui a été globalement oublié. Globalement, il a été oublié. Hein. Et donc, il y a eu, c'est tardif dans l'écriture de l'histoire de l'Algérie que d'évoquer justement, c'est c'est pas le mot déporté qu'utilisait à l'époque. Enfin bon, peu importe. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, Boukhalifa l'a rappelé. Bon, c'est pas jusqu'en 1950, je crois pas. Mais en 1937, il y a un article qui est apparu dans le journal à Oran ici, le journal Oran républicain, qui s'intitule C'est à vous à partir, en gros, hein, je ne me souviens plus très bien. Je ne savais pas que j'allais en parler, ou sinon je l'aurais recherché. C'est à vous à partir au Niger, nous sommes ici chez nous. Hein? Donc il y a un article, j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est dans le journal Oran républicain, où il dit que donc, nous sommes chez nous et vous n'avez qu'à vous partir au Niger d'ailleurs. C'est intéressant. C'est très actuel comme posture. Voilà. Maintenant, bon, moi j'avoue que je suis un peu comme tout le monde, la question de la déportation, enfin en tous les cas, la question historique. Oui. La question historique, j'avoue que j'ai lu, oui, mais ça ne m'a jamais mobilisé, disons, outre mesure, sauf cet article, je me suis dit, tiens, encore en 1937, il y a des colons qui espèrent pouvoir expédier des Algériens au-delà du Sahara. Ensuite, il ne faut pas oublier les exodes. Hein. D'où justement l'importance de ces hommages rendus, que ce soit à ces déportés, que ce soit aux résistants qui ont été étêtés par le système colonial. Voilà, oui. Il s'agit surtout de les rappeler à la mémoire actuelle. Il faut que les gens le sachent, il faut que la population sache qu'il y a eu ce type d'action de la part du système colonial. Hein, parce que l'action principale, c'est la mort, c'est tuer. Hein, la déportation, ça va venir après. Mais plus on tue, mieux on se portait. C'est des premiers généraux, notamment, il y en a un qu'on appelait Pierre le Cruel, le général Boyer.
Et, et pour lui, il fallait tuer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'exporter. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La terre algérienne n'a pas tout dit. Et l'archéologie, l'archivistique, le travail des archivistes, c'est autre chose. Mais si on veut encore mieux saisir notre histoire, eh bien, c'est l'archéologie qui va nous aider. Il faut, et ensuite, il ne faut pas simplement déterrer. Bon, j'ai vu des documentaires où les gens avaient trouvé des cadavres, ils les ont déterrés. Ils les ont mis dans, bon, pardon, je ne fais pas de relation directe, ils les ont mis dans des sacs. Mais non, là, il y a des spécialistes, et il faut ouvrir d'autres laboratoires, notamment des laboratoires comme ceux de la police et de la gendarmerie, je ne sais plus comment on les appelle, et il faut en ouvrir d'autres dans les universités. Et dès qu'on découvre des squelettes, eh bien, il faut les étudier. On ne sait pas de quand ils datent. Sont-ce des moudjahidines de la guerre de libération ou plus anciens? Mais ça ne peut pas se décider. Ce n'est pas quelqu'un qui creuse et qui trouve et qui dit voilà, ce sont les cadavres de ceci ou de cela. Il existe des laboratoires chez nous pour l'ADN, ou comment on les appelle, et donc c'est à eux à nous aider à mieux connaître notre histoire. Ça ne remplace pas les archives, ceci dit. Voilà, Idil Haji, vous voulez Sinon, rajouter quelque chose par rapport? Oui, parce que vous êtes montré curieux de l'histoire de la déportation. Alors comment elle commence? En fait, elle est allée d'extrémité en extrémité. On a toujours repoussé l'extrémité. Parce que l'histoire de la déportation débute par ce que l'on a appelé l'internement. C'est-à-dire il y a toujours eu cette nécessité d'extraire, de soustraire c'est les Algériens qui avaient pris une part active à des mouvements de résistance. Il y a toujours eu cette nécessité manifeste de les enlever au territoire de l'Algérie. Et on a commencé par les interner tout d'abord à l'île de Sainte-Marguerite, au large de Cannes, où on sait qu'il y a un cimetière on peut les appeler comme ça, de déportés algériens, mais dont on ignore l'identité. Il y a également un lieu d'internement au fort Brescou, au large du Cap d'Agde, du côté de Sète et de Montpellier. Il y a également le fort Lamalgue, près de Toulon, où d'ailleurs l'émir Abdelkader a séjourné quelques semaines, a été emprisonné, a été enfermé avant d'être transféré à Pau et puis à Amboise. Voilà. Oui. Donc on voit bien que dès le départ, il y a deux remarques à faire. Il y a cette nécessité d'enlever à la terre de l'Algérie. Il y a ensuite la recherche de la marge tout d'abord territoriale, la marge territoriale les mettre française, en marche dans la périphérie de la société. Oui. Ce sont des îles, l'île de Sainte-Marguerite au large de Cannes, le fort Lamalgue vers Toulon, c'est sur la façade méditerranéenne. Ensuite, vous avez la marge atlantique vers laquelle on transportait les déportés algériens. On les embarquait à Alger, ils débarquaient en France, et puis on les emmenait à Brest ou au fort Quélern, vers là-bas, vers le Finistère, le long de la façade atlantique française, avant de les déporter. Mais ça, c'est la période de la déportation. Pour la période de l'internement, j'avais oublié de citer la Corse, qui est aussi en marge. C'est une île, l'insularité, donc avec les prisons de Corté, de Calvi,
essentiellement de Corté et de Calvi, dans lesquels on emprisonne de 1864 à 1868 essentiellement. Et puis ensuite, on voit bien qu'il y a la recherche de la marge continentale, de la marge de l'Empire, avec la déportation en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et également au pénitencier d'Obok de 1886 à 1895, au sujet duquel, encore une fois, on ne sait absolument rien. Le livre de Melika Ouanouri, Les déportés algériens de Nouvelle-Calédonie, comporte en annexe une liste très intéressante, très instructive, une liste nominale des déportés algériens. Et cette liste nous permet de connaître les noms et prénoms de 322 déportés algériens dont on est sûr qu'ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie à partir de 1867, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et sur ces 322 déportés, on en recense 177 des soulèvements des Ouled Sidchir de 1864 à 1867. On en recense également 122 du soulèvement de 1871. On en recense 8 de l'insurrection d'El Amri, donc du côté de Biskra, en 1876. De nouveau, 15 déportés du soulèvement des Ouled Sidchir de 1881 sous la conduite de Bouamama. Et parmi ces déportés de Cheikh Bouamama, il y avait le poète, le barde, le poète baroudeur, donc, qui était un lieutenant de Bouamama, Mohamed Belkhir. Mohamed Belkhir, qui a été déporté, je pense, à Calvi. À Calvi. À Calvi, voilà. Oui. Je sais pas, je crois que, parce que j'ai examiné les listes que Melika Ouanouri dresse dans son livre, et il ne me semble pas effectivement avoir trouvé le nom du poète Mohamed Belkhir, ce qui tend effectivement à montrer qu'il ait été déporté en Corse, à Calvi ou à Corté. Exactement. Et puis, ou alors en Guyane, ce qui était possible. Siècle, nous avons donc le chef de l'insurrection donc de Margaret Ameliana, Yacoub Ben Mohamed, c'était le chef. Il a été déporté et je pense qu'il décède 2 mois plus tard, justement en route vers la Nouvelle-Calédonie, après un procès qui avait marqué à l'époque, en 1905, je pense. Comme l'a rappelé Monsieur Soufi à l'instant, effectivement, il arrivait souvent qu'on décède avant même d'arriver au lieu de déportation. Il y a 2 déportés algériens qui d'ailleurs font partie des 3 prévenus du procès des chefs du soulèvement de 1871 à avoir été condamnés en première instance à la peine de mort. Il y en a 3. Alors à Constantine, on avait jugé 213 prévenus. Là, le soulèvement de 1871 ayant fait l'objet de nombreux procès, ça n'était pas le seul. On sait qu'il y a des procès à Batna, il y a eu des procès à Soukharas, il y a eu des procès à Blida, il y a eu des procès à Alger, et celui-là est le plus retentissant et le plus connu, le procès de Constantine de 1873. Et sur ces 213 prévenus, il y en a 3 qu'on avait condamnés en première instance à la peine de mort. C'est Boumzrag el-Mokrani, Ben Moulay Shekfa, Mohamed Ben Moulay Shekfa, qui est un prévenu des Babors, de la région de Djidjel et de l'Qol, jusqu'à Mila, et également Ben Moulay Shekfa. Alors ces 2-là, Ben Fiala et Ben Moulay Shekfa, on sait qu'ils décèdent à l'hospice maritime de Brest pour l'un et au fort Kellern pour l'autre.
Pour notre... Donc nous avons évoqué le décret pour donc promouvoir et préserver la mémoire. Nous avons évoqué les hommages solennels, officiels de l'État, donc à ces résistants. Mais aujourd'hui, le président de la République décide également d'encourager une initiative, décide donc de s'impliquer dans la réalisation d'un film sur l'émir Abdelkader à travers la mise en place d'une société qui sera chargée donc de la réalisation de ce film. L'importance d'un film sur l'émir Abdelkader aujourd'hui, M. Boukhalifa Mazid. Je crois que c'est depuis 1962. On attend ce film. Qui va faire ce film? Comment on va faire ce film? Quel émir Abdelkader représenté? Bon, ça ne pouvait constituer qu'un grand projet, qu'un très grand projet. On en avait parlé en 65 au moment du rapatriement des descendants de l'émir. On en a parlé par la suite. Énormément de projets, de scénarios. Je peux dire qu'il y a au moins... je n'exagérerai pas si je dis qu'il y a au moins 70 à 80 scénarios qui ont été écrits par différents auteurs. Bon, je ne parle pas des livres, bien sûr, de la littérature, mais je parle du cinéma. Et bon, ce film doit se faire, il faut le faire. Il faut le faire. Pourquoi maintenant? Je ne sais. Il n'est jamais trop tard, de toutes les façons. Ensuite, la difficulté était, bon, l'émir Abdelkader est un être complexe, il est multidimensionnel, il est son action a touché à tout, et donc 2 heures ou 2 heures et demie de film ne suffisent pas, bien entendu. Mais je crois qu'il faut ouvrir la voie. Il faut ouvrir la voie et faire, j'espère que ce ne sera pas le premier film, il faudra également faire, je pense qu'une série de télévision, une grande série de télévision serait la bienvenue, bien entendu, avec des talents, et tous les talents nécessaires. Aujourd'hui, le cinéma est un art il n'a pas de frontières. Un Américain ou un Chinois peut faire un film sur les Anglais, un Anglais peut faire un film sur l'émir Abdelkader, et un Algérien peut faire un film. Le cinéma, c'est cela, le cinéma. Le cinéma, c'est un art universel. Et je pense que cette décision de faire un film, mais bien entendu, pas un film comme on en fait, comme on en a fait, c'est-à-dire qu'il ne sera bon que pour les festivals. Il faudra faire un film. Le cinéma est un divertissement aussi, un film qui va divertir, un film qui nécessite de l'argent. Et qui doit rapporter de l'argent. Généralement, on dit oui, on fait un film et puis on s'inquiète. On ne s'inquiète pas on s'inquiète de son audience, mais on ne s'inquiète pas de ce qu'il a coûté, on ne s'inquiète pas de ce qu'il a rapporté. Je crois qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui sont spécialisés dans l'art de faire des films qui rapportent de l'argent. Je crois qu'il faut leur demander comment on fait. Je crois qu'il faut les solliciter, que ce soit écrire un scénario sur l'émir Abdelkader, ce n'est pas facile. Je suis moi-même scénariste, bon, je n'ai pas la prétention d'avoir été parmi les plus prolifiques, mais en tous les cas, je sais une chose, c'est que ce n'est pas facile, un personnage comme ça, et dans une période parce qu'il s'agit de reconstituer cette époque. Bon, il est souhaitable, bien entendu, que ce ne sera pas le personnage unidimensionnel, le guerrier ou le penseur ou le soufi qui retiendra l'attention. Je crois qu'il faut l'inscrire dans la démarche générale, dans l'histoire générale de l'Algérie. Qu'est-ce que l'émir Abdelkader a apporté à la modernité en tant qu'homme qui a modernisé, qui a précipité l'Algérie dans la modernité à son époque? Qu'est-ce qu'il a apporté? Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est le fondateur de l'État moderne. En quoi est-il le fondateur de l'État moderne? Comment est-ce qu'il envisageait cet État? Comment il préfigurait cet État? Donc une multitude de questions auxquelles ce film doit
non pas répondre à un film, ce n'est pas un amphithéâtre, une salle de cinéma, ce n'est pas un amphithéâtre de l'université, c'est voir un spectacle agréable et apprendre des choses en même temps. Donc voilà un petit peu le projet qui est envisagé, auquel la présidence travaille actuellement. Dirhachi, l'industrie cinématographique et les médias doivent jouer un rôle important dans la promotion et la préservation de la mémoire. Absolument. Et je voudrais rebondir, dire un mot sur ce que vient de dire Monsieur Amazit. Il y a quelques années, j'ai écrit un article sur l'émir. Oui, c'est sur l'émir Abdelkader. Sur l'émir Abdelkader. Une approche foucaldienne. Qui s'appelle Esquisse d'une lecture foucaldienne. Et esquisse d'une lecture foucaldienne parce que un philosophe majeur du XXe siècle qui s'appelle Michel Foucault, que je lisais à l'époque, je lisais ses travaux, notamment Surveiller et punir les mots et les choses. Sa lecture m'a, si vous voulez, m'a donné une inspiration ou un élan théorique, disons, qui correspond tout à fait aux représentations ou à certaines représentations sur l'émir Abdelkader, dont on sait qu'il a inspiré de nombreux écrits assez contemporains, surtout français, du XIXe siècle. Et ces écrits ont tendance à insister sur certains aspects plutôt que sur d'autres de la personnalité de l'émir Abdelkader, qui effectivement, comme vous l'avez dit, qui est complexe. Elle est complexe parce qu'elle est d'une épaisseur et d'une envergure exceptionnelle. Elle se décline en plusieurs aspects. Le poète, le maître soufi, le penseur, l'auteur de Dhikr al-Aql wa Tanbih al-Ghafil, a été traduit en 1858 par Gustave Dugas sous le titre de Rappel aux sages, avis à l'indifférent, et qu'on connaît plus sous le titre apocryphe de Lettres aux Français. On ne sait pas très bien d'où ce titre vient. Donc voilà, ces auteurs ont tendance à insister bien souvent sur ces aspects-là par lesquels on fait rentrer l'émir Abdelkader dans l'universalité. Mais le problème qui se pose pour nous, Algériens, c'est que l'entrée dans cette universalité se fait à l'aune d'une extraterritorialité ou voire d'une extranéité, puisque ces accomplissements personnels, qui sont vrais, qui sont réels, qu'on ne conteste pas, de l'émir, se font tous hors d'Algérie. Ils se font tous soit pendant sa détention en France, soit pendant son exil forcé à Bursa en Turquie, ou alors à Damas en Syrie. Or, pour nous, Algériens, il n'y a pas d'accès à l'universel, à l'universalité, sans que l'on tire sève et élan d'une implantation, d'un enracinement territorial et d'un substrat culturel qui, dans le cas de l'émir Abdelkader, s'appelle l'Algérie. Voilà. L'Algérie. Monsieur Fouad Soufi, je termine cette émission avec vous. Un film aujourd'hui sur l'émir Abdelkader, pour un historien, est-ce qu'il sera d'un apport sur la préservation notamment de la mémoire de ce fondateur de l'État algérien moderne qui a marqué toute la pensée du 19e siècle, mais même la pensée contemporaine algérienne? S'il est bien fait, oui, ça va marquer.
mais si c'est ce qu'on a pu lire surtout et voir, bon, bah, ça n'ira pas très loin. Maintenant, ceci dit, c'est pas un film qu'on peut faire, mais c'est plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on va exiger du premier scénariste et du premier réalisateur? Est-ce qu'il va nous faire l'émir de sa naissance à son décès? Est-ce qu'il va choisir? Il va être obligé de choisir de toutes les façons. Et quel que soit le film, je suis persuadé qu'il faut le faire. Il faut le faire. Maintenant, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre ami Idir sur presque l'étrangérité, c'est-à-dire le fait que l'émir nous a fait peut-être rentrer dans la modernité, mais en étant à l'extérieur de l'Algérie. Non, c'est pas... Enfin, j'ai jamais lu ça comme ça. La posture de l'émir, bon, c'est qu'en fait, il est issu d'une région, de Ris, la plaine de Ris, hein, qui, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, était une région très riche, non pas par le blé qu'elle produisait, mais par les savants qui ont écrit et qui se sont fait connaître. Hein. Il n'est pas né dans un désert culturel. Hein. Il a appris, tout ce qu'il a appris, il l'a appris de ses savants, dont l'un, par exemple, avait dit au sujet du tremblement de terre d'Oran, une phrase, il avait dit une phrase qu'on rapportait des historiens de chez nous. Hein. Il avait dit, le tremblement de terre n'est pas n'est pas le fléau de Dieu, c'est pas Dieu qui nous punit, c'est pas une punition divine, c'est un phénomène naturel. C'est ce qu'on n'a pas entendu en 2003, lors du tragique tremblement de terre de Zemmour, où les gens ont dit « Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas obéi à Dieu ». Et là, on est à la fin du XVIIIe siècle, il y avait quelqu'un qui était plus moderne que ces gens-là du début du XXIe siècle. Hein. Et donc c'est là-dedans qu'est né, et son père c'est pas n'importe qui, sa mère ce n'est pas n'importe qui non plus. Hein. Donc c'est un monde du XIXe siècle qu'on connaît pas toujours suffisamment. Si je dis ça, ça veut dire qu'un film sur l'émir est essentiel, oui. Il y a déjà eu des films documentaires sur l'émir, hein, qui valent ce qu'ils valent et qui, oui, ils sont bien faits relativement. Hein. Donc c'est là-dedans qu'il faut peut-être chercher. Puisqu'on a parlé de soi, je vais parler de moi. Depuis le mois de juin, j'essaie de faire un article sur l'émir, et plus je lis, plus je m'interroge, et plus je rends compte que je ne connaissais pas beaucoup de choses sur lui. Je me suis rendu compte que je ne posais pas les bonnes questions par rapport à lui. Bon, tout de suite, on peut laisser de côté, sans pouvoir l'approfondir, le maître soufi, comme vous le dites, qu'il avait été. Hein. Mais l'homme politique, oui, ça peut faire un excellent livre. Oui, je pense plus à des livres qu'à des films. Un excellent film. L'homme politique, il a tout de suite compris ce qui se passait dans le monde. Oui, il n'était pas le seul à recevoir la presse du XIXe siècle. Hein. Il n'était pas, quand il était à Mascara ou à Oran. Bon, à Oran, je ne pense pas qu'il ait pu lire ses journaux ou se faire lire ses journaux. Mais il s'interrogeait et il se demandait ce qui se passait. Et il y avait des gens avant lui qui se posaient aussi des questions, pourquoi nous on est comme ça, et qu'en Europe, voilà ce qui se passe. Les gens étaient au courant, hein, les gens ils étaient au courant. Donc on peut faire un film, oui, c'est déjà très compliqué, mais je souhaite beaucoup de courage à ceux qui vont se lancer dans cette aventure. Hein, on peut faire un film sur l'homme politique, sans s'éloigner disons, dans la philosophie, je vais l'appeler comme ça, hein, la philosophie islamique.
il savait très bien ce qu'il disait. Mais comment voulez-vous qu'il lui a appris tout ça sans son père? Donc il faut remonter en arrière. Sans sa mère. C'est quand même sa mère qui lui a appris le Coran. Hein? C'est étonnant. Mais la mère elle-même, elle n'est pas tombée du ciel, hein, si j'ose dire. Elle est la fille de Qadi. Ça veut dire que je suis en train de me répéter. Ça veut dire que dans le milieu dans lequel il est né, n'est pas étranger déjà à une certaine forme de modernité qui n'était pas une modernité européenne. La modernité européenne, c'est celle qui va s'imposer à travers le monde. Bon, quand je dis modernité européenne, il y a les Américains aussi qui sont derrière, et qui va s'imposer, disons, dans le monde. Alors oui, il faut faire, et il faut faire vite, et il faut faire bien ce film sur l'émir. On ne peut que s'en féliciter. Hein. Ça a l'air d'être une décision, disons comme ça, pour faire plaisir à. Non, il faut faire ce film sur l'émir Abdelkader pour qu'on arrête non pas qu'on arrête, on n'arrêtera jamais, mais enfin, qu'on dise autre chose que ouais, c'est un traître, oui, on dit à la France, enfin, des absurdités intellectuelles en tous les cas, qu'on entend de temps en temps, mais depuis longtemps, hein, ça ne date pas de ces dernières années. De ces dernières années. Avant le mot de la fin de cette émission, je pense que, oui. Vous avez une petite précision. 30 secondes. Je voulais juste apporter une petite précision, c'est que la remarque que j'ai formulée il y a quelques minutes, elle portait sur les représentations sur l'émir, des représentations qui sont données dans la littérature française et européenne du XIXe siècle et qui a tendance à mettre l'accent sur des facettes particulières de l'émir et qui ont été forgées hors d'Algérie. Et je pense qu'il faut que nous, Algériens, on se recentre sur la période algérienne de l'émir, qu'on insiste sur quoi? On insiste sur le fait qu'il a été le chef, le commandant supérieur d'une lutte de résistance, qu'il a été le principal architecte de l'édification d'un État moderne algérien, et qu'on insiste effectivement, comme l'a dit M. Soufi, sur ce qui permet en Algérie l'apparition et l'affirmation de ce genre de personnage très érudit, très instruit, effectivement, qui a étudié le Coran, le fiqh, les philosophes grecs, notamment les présocratiques, qui a étudié également les penseurs musulmans comme Ibn Rushd, et qui a étudié le Cheikh al-Akbar, les textes du Cheikh al-Akbar Ibn Arabi. Voilà, je vous remercie. Oui, Boukhalifa, 30 secondes. D'un mot, j'ai 30 secondes pour dire ceci, c'est-à-dire que le film qui est en train de se préparer, puisque travaille un petit peu dessus, c'est-à-dire pour déblayer le terrain uniquement, que le film qui est en train de se préparer n'est pas du tout... c'est-à-dire nous essayons d'avoir une vision algérienne, je dis bien, non pas la vision dans laquelle le personnage, tel qu'il a été fabriqué par la littérature du 19e siècle française, particulièrement du 19e siècle. Nous essayons de trouver réellement, de pousser, nous consultons des historiens, nous consultons des spécialistes du 19e siècle, justement pour essayer de l'extraire d'une logique colonialiste, c'est-à-dire de ce petit résumé qui était en jaune dans les livres d'histoire. L'émir Abdelkader a combattu la France et puis il est devenu le meilleur ami de la France. Cette logique, nous voulons l'extraire de cela. Nous voulons non pas l'extraire de l'histoire, mais l'extraire de cette carapace dans laquelle on l'a enfermé. Et voilà, ce n'est pas facile de casser cela, et ce sont les historiens, ce sont les chercheurs, ce sont eux qui sont en train de déblayer le terrain pour pouvoir permettre aux artistes, c'est-à-dire aux réalisateurs, aux scénaristes et à tout ce monde qui compose un film, qui fabrique le film, de travailler et d'essayer de répondre aux questions que se posent les Algériens sur ce personnage essentiel de notre histoire. Voilà qui est bien dit. On dit que la préservation de la mémoire
est une affaire des grandes nations et l'Algérie était et reste une grande nation. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Fouad Soufi, à partir d'Oran, Monsieur Bouralfa Amazit et Monsieur Idil Hachi. Je tiens à remercier également celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Excellente soirée et à bientôt.